Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de votre émission de lecture nocturne, voyage au bout de la nuit, que l'on commence tout de suite en vous donnant la parole avec la rubrique des questions-réponses de Lionel dans laquelle vous participez avec le hashtag VBN, à laquelle vous participez avec le hashtag VBN, dans laquelle vous vous exprimez. Alors ce soir, eh bien, j'ai décidé de donner la parole à quelqu'un de pas content. Pas content. C'est un téléspectateur de qui j'ai décidé de cacher l'identité, contrairement à ce que je fais d'habitude, parce qu'il m'a envoyé un mail terrible, je vous passe des insultes, racistes, oui, racistes. Apparemment, cette personne trouve que je suis un petit peu trop bronzé pour être à la télévision française. Des insultes aussi diffamatoires et antisémites, puisque cette personne pense que je suis là parce que je suis certainement de la famille d'Hanouna et que Hanouna est forcément, c'est son mail, juif, et que les juifs détiennent la télévision française. On nage en plein délire. C'est une grande rigolade, son mail. J'ai hésité à le diffuser sur les réseaux sociaux et puis je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, je n'ai pas envie de donner la parole à ces gens-là. Mais vous allez voir pourquoi je parle de cette personne. Parce qu'il continue son mail avec une insulte homophobe en disant qu'à la télévision, en plus d'être tous juifs, on est forcément tous homosexuels. Ça n'est pas le terme qu'il emploie dans son mail. Et il termine son mail, mais on nage en grand délire dans son mail et il finit son mail en faisant un parallèle qu'il pense être certainement, j'imagine, une belle image littéraire. Je pense qu'il est dans la grande métaphore de la grande littérature, où il m'invite à aller me mettre un suppôt de Satan et au lit. Et donc là, j'ai eu envie d'intervenir parce que Cher, en fait, j'ai pas envie de donner son identité, mais des prénoms, on peut donner le prénom quand même. Je vais l'appeler Andouille, voilà. Parce que c'est une andouille, cette personne. Cher Andouille, j'ai bien lu votre mail, je l'ai reçu. Il m'a beaucoup ému parce que je me suis dit, quelqu'un qui a pris le temps d'écrire un si long mail pour me parler, c'est que je l'ai forcément touché quelque part. Et ça m'a plu de vous avoir touché, même si j'imagine que c'est pas votre délire, mais je suis ravi de vous avoir touché et j'espère que je vous touche encore à nouveau ce soir. Cher Andouille, sachez que j'ai été très bouleversé par la fin de votre mail parce que j'ai compris que vous ne saviez pas ce qu'était un suppôt de Satan. Sachez qu'un suppôt de Satan, ça ne se met pas dans l'arrière-train parce que ça n'est pas un suppositoire de Satan. Et là, on retombe sur les pattes de la rubrique des questions-réponses et je me dis, vous voyez, cette rubrique des questions-réponses, elle a du sens parce qu'en expliquant des expressions et des étymologies d'expressions et des origines d'expressions et des étymologies de mots, eh bien, on va aussi éduquer ces gens qui sont un petit peu, à mon avis, en perdition, comme l'est cette chère andouille. Alors, chère andouille, sachez qu'il ne s'agit pas d'un suppositoire de Satan. Non, parce que suppos de Satan, ça n'est pas le diminutif de suppositoire. C'est la même origine. Et là, vous allez voir, on commence à détricoter, ça va devenir intéressant linguistiquement parlant. Et vous allez voir, chère andouille, que vous allez commencer à m'apprécier parce que je vais vous élever un petit peu, je vais vous emmener vers des cieux que vous ne connaissiez pas, que vous ne soupçonniez même pas, j'ai l'impression. Alors, vous allez voir que suppos, le diminutif de suppositoire, et suppos de Satan, même si suppos de Satan, ça s'écrit S-U-2-P-O, accent circonflexe T, les deux viennent de la même origine, c'est-à-dire du verbe latin supponere, qui veut dire placer par en dessous. Placer par en dessous, comme on peut le faire avec un suppositoire, mais aussi comme l'est le suppôt, puisque le suppôt, au XIIIe siècle, est un mot qui désigne un vassal. Le vassal de quelqu'un, l'obligé de quelqu'un, vraiment dans ce sens presque, un sens presque esclavagiste, vraiment le vassal, dans ce sens-là. On dit le suppôt, S-U-P-O, accent circonflexe T. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il est placé en dessous de la personne, le vassal. Vous l'avez, chère andouille. Voilà. Donc, du coup, ce n'est pas du tout le même mot, même si ça a la même origine. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit un suppôt de Satan ? Eh bien, tout simplement, comme je viens de vous le dire, parce qu'au XIIIe siècle, c'est un mot qui désigne un vassal, mais plus tard, au XVIIIe siècle, c'est un mot qui, par extension de définition, va désigner un employé subalterne, mais dans un sens négatif du terme, dans un sens presque argotique, où on va en fait désigner un adepte à une mauvaise cause, quelqu'un qui est
dévoué à une cause, dévoué corps et âme, mais à une mauvaise cause. Et donc un employé subalterne complètement adepte, complètement pris à la cause, et il faut que ce soit une mauvaise cause. Et donc on va donc par extension l'appeler, avec cette forme d'ironie, un suppôt. Donc vous comprendrez que les suppôts de Satan sont les gens qui sont non seulement en dessous de Satan, en termes de hiérarchie, donc ils sont leurs subalternes, qui sont complètement dévoués à la cause, mais la cause de Satan étant une cause diabolique, c'est une mauvaise cause. Donc les suppôts de Satan, ça devient une manière un petit peu décalée, argotique, négative, de pointer du doigt des gens qui se dévouent corps et âme comme subalternes et non pas comme moteurs d'une action, à une action qui est jugée mauvaise. Alors après, où est-ce que la loi et la morale placent la mauvaise action? Il y a une frontière qui est propre à chacun. Chacun a son argumentaire, on pourrait débattre très longtemps, mais non, on ne se met pas dans les fesses un suppositoire de Satan. Cher Andouille. Mais j'ai beaucoup aimé votre mail, ça m'a beaucoup fait rire. Je pense que quand on est à ce niveau de bêtise, on bascule de l'autre côté, ça devient du génie. Voilà, donc je vous embrasse, je ne vous en dirai pas plus sur moi, ni sur voilà, mes origines, ma confession, mon lien de parenté avec Cyril Hanouna, voilà, la manière dont je suis arrivé sur ce fauteuil, les castings que j'ai passés, les suppositoires que je mets ou pas dans les fesses. Voilà, simplement, je voulais vous répondre, non pas pour le mail, mais pour cette erreur. Je me suis dit, tu ne peux pas le laisser comme ça, il faut le prendre par la main et l'emmener vers un dictionnaire, il faut l'emmener vers la curiosité linguistique, il faut que ce monsieur s'ouvre un petit peu au monde et j'espère vraiment que ça vous aura aidé, cher Andouille. J'attends avec impatience votre prochain mail, vraiment, et si je peux aider, je le ferai avec plaisir. J'espère vraiment vous avoir éclairé, c'était la mission de ce soir pour moi. Je vous embrasse très très fort, cher Andouille, vraiment, sur la bouche même, parce que j'ai l'impression que ça vous met mal à l'aise. Et j'adore l'idée de vous mettre mal à l'aise. Voilà pour cette rubrique des questions-réponses. Chez vous, si vous avez aimé l'explication de l'origine de cette expression, de cette petite désignation, de ce petit mot qu'est le suppôt de Satan, eh bien vous n'hésitez pas à le dire, #VBN. Et puis si vous voulez, vous aussi m'envoyer des mails sympathiques cette fois-ci, parce que je préfère les sympathiques, même si celui-là m'a beaucoup fait rire, vous n'hésitez pas, ça se passe sur les réseaux sociaux, #VBN, sur les différentes pages, Instagram, Facebook ou Twitter. Vous êtes les bienvenus. Voilà, cette rubrique est donc terminée. On va pouvoir se replonger dans la lecture qui nous intéresse et qui va nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Et cette lecture, eh bien, c'est celle de Nouvelles de Prosper Mérimée. Et cette première nouvelle que je vous propose de découvrir, elle s'intitule Vision de Charles XI. Ouh là 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 là. Très belle écoute à vous. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Vision de Charles XI. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Shakespeare, Hamlet. On se moque des visions et des apparitions surnaturelles. Quelques-unes, cependant, sont si bien attestées que si l'on refusait d'y croire, on serait obligé, pour être conséquent, de rejeter en masse tous les témoignages historiques. Un procès-verbal en bonne forme, revêtu des signatures de 4 témoins dignes de foi, voilà ce qui garantit l'authenticité du fait que je vais raconter. J'ajouterai que la prédiction contenue dans ce procès-verbal, était connue et citée bien longtemps avant que des événements arrivés de nos jours aient paru l'accomplir. Charles XI, père du fameux Charles XII, était un des monarques les plus despotiques, mais un des plus sages qu'ait eu la Suède. Il restreignait les privilèges monstrueux de la noblesse, abolit la puissance du Sénat et fit des lois de sa propre autorité. En un mot, il changea la constitution du pays qui était oligarchique avant lui et força les États à lui confier l'autorité absolue. C'était d'ailleurs un homme éclairé, brave, fort attaché à la religion luthérienne, d'un caractère inflexible, froid, positif, entièrement dépourvu d'imagination. Il venait de perdre sa femme Ulrich Éléonore, quoique sa dureté pour cette princesse eût, dit-on, hâté sa fin, il l'estimait et parut plus touché de sa mort qu'on ne l'aurait attendu d'un cœur aussi sec que le sien. Depuis cet événement, il devint encore plus sombre et taciturne qu'auparavant et se livra au travail avec une application qui prouvait un besoin impérieux
d'écarter des idées pénibles. À la fin d'une soirée d'automne, il était assis en robe de chambre et en pantoufles devant un grand feu allumé dans son cabinet au palais de Stockholm. Il avait auprès de lui son chambellan, le comte Brahe, qui l'honorait de ses bonnes grâces, et le médecin Baumgarten, qui, soit dit en passant, tranchait de l'esprit fort et voulait que l'on doutât de tout, excepté de la médecine. Ce soir-là, il avait fait venir pour le consulter sur je ne sais quelle indisposition. La soirée se prolongeait et le roi, contre sa coutume, ne leur faisait pas sentir, en leur donnant le bonsoir, qu'il était temps de se retirer. La tête baissée et les yeux fixés sur les tisons, il gardait un profond silence, ennuyé de sa compagnie, mais craignant, sans savoir pourquoi, de rester seul. Le comte Brahe s'apercevait bien que sa présence n'était pas fort agréable et déjà plusieurs fois il avait exprimé sa crainte que sa majesté n'eût besoin de repos. Un geste du roi l'avait retenu à sa place. À son tour, le médecin parla du tort que les veilles font à la santé. Mais Charles lui répondit entre ses dents « Restez, je n'ai pas encore envie de dormir ». Alors on essaya différents sujets de conversation qui s'épuisaient tous à la seconde ou à la troisième phrase. Il paraissait évident que Sa Majesté était dans une de ses humeurs noires et en pareille circonstance, la position d'un courtisan est bien délicate. Le comte Brahe, soupçonnant que la tristesse du roi provenait de ses regrets pour la perte de son épouse, regarda quelque temps le portrait de la reine suspendu dans le cabinet, puis il s'écria avec un grand soupir « Ah, que ce portrait est ressemblant !» Voilà bien cette expression à la fois si majestueuse et si douce. « Bon !» répondit brusquement le roi, qui croyait entendre un reproche toutes les fois qu'on prononçait devant lui le nom de la reine. « Ce portrait est trop flatté. La reine était laide. » Puis, fâché intérieurement de sa dureté, il se leva et fit un tour dans la chambre pour cacher une émotion dont il rougissait. Il s'arrêta devant la fenêtre qui donnait sur la cour. La nuit était sombre et la lune à son premier quartier. Le palais où résident aujourd'hui les rois de Suède n'était pas encore achevé. Charles XI, qui l'avait commencé, habitait alors l'ancien palais situé à la pointe du Ritterholm qui regarde le lac Mäller. C'est un grand bâtiment en forme de fer à cheval. Un cabinet du roi était à l'une des extrémités et à peu près en face se trouvait la grande salle où s'assemblaient les États quand ils devaient recevoir quelques communications de la couronne. Les fenêtres de cette salle semblaient en ce moment éclairées d'une vive lumière. Cela parut étrange au roi. Il supposa d'abord que cette lueur était produite par les flambeaux de quelques valets. Mais qu'allait-on faire à cette heure dans une salle qui depuis longtemps n'avait pas été ouverte ? D'ailleurs, la lumière était trop éclatante pour provenir d'un seul flambeau. On aurait pu l'attribuer à un incendie, mais on ne voyait point de fumée. Les vitres n'étaient pas brisées, nul bruit ne se faisait entendre. Tout annonçait plutôt une illumination. Charles regarda ses fenêtres quelque temps sans parler. Cependant, le comte Brahe, étendant la main vers le cordon d'une sonnette, se disposait à sonner un page pour l'envoyer reconnaître la cause de cette singulière clarté. Mais le roi l'arrêta. « Je veux aller moi-même dans cette salle, dit-il. » En achevant ces mots, on le vit pâlir, et sa physionomie exprimait une espèce de terreur religieuse. Pourtant, il sortit d'un pas ferme. Le chambellan et le médecin le suivirent, retenant chacun une bougie allumée. Le concierge, qui avait la charge des clés, était déjà couché. Baumgarten alla le réveiller et lui ordonna de la part du roi d'ouvrir sur le champ les portes de la salle des États. La surprise de cet homme fut grande à cet ordre inattendu. Il s'habilla à la hâte et joignit le roi avec son trousseau de clés. D'abord, il ouvrit la porte d'une galerie qui servait d'antichambre ou de dégagement à la salle des États. Le roi entra, mais quel fut son étonnement en voyant les murs entièrement tendus de noir. « Qui a donné l'ordre de faire tendre ainsi cette salle ?» demanda-t-il d'un ton de colère. « Sire, personne que je sache, » répondit le concierge tout troublé. « Et la dernière fois que j'ai fait balayer la galerie, elle était lambrissée de chêne comme elle l'a toujours été. Certainement, ces tentures-là ne viennent pas du garde-meuble de votre majesté. » Et le roi, marchant d'un pas rapide, était déjà parvenu à plus des 2/3 de la galerie. Le comte et le concierge le suivaient de près. Le médecin Baumgarten était un peu en arrière, partagé entre la crainte de rester seul et celle de s'exposer aux suites d'une aventure qui s'annonçait d'une façon assez étrange.
N'allez pas plus loin, sire, s'écria le concierge. Sur mon âme, il y a de la sorcellerie là-dedans. À cette heure, et depuis la mort de la reine, votre gracieuse épouse, on dit qu'elle se promène dans cette galerie. Que Dieu nous protège. Arrêtez, sire, s'écriait le comte de son côté. N'entendez pas ce bruit qui part de la salle des États? Que c'est? Qui sait à quel danger votre majesté s'expose? Sire, disait Baumgarten, dont une bouffée de vent venait d'éteindre la bougie, permettez du moins que j'aille chercher une vingtaine de vos trabans. Entrons, dit le roi d'une voix ferme en s'arrêtant devant la porte de la grande salle. Et toi, concierge, ouvre vite cette porte. Il la poussa du pied, et le bruit répété par l'écho des voûtes retentit dans la galerie comme un coup de canon. Le concierge tremblait tellement que sa clé battait la serrure sans qu'il pût parvenir à la faire entrer. Un vieux soldat qui tremble, dit Charles en haussant les épaules. « Allons, comte, ouvrez-nous cette porte !»« Sire, répondit le comte en reculant d'un pas, que votre majesté me commande de marcher à la bouche d'un canon danois ou allemand, j'obéirai sans hésiter. Mais c'est l'enfer. Que vous voulez que je défie ?» Le roi arracha la clé des mains du concierge. « Je vois bien, dit-il d'un ton de mépris, que ceci me regarde seul. » Et avant que sa suite eût pu l'en empêcher, il avait ouvert l'épaisse porte de chêne et était entré dans la grande salle en prononçant ces mots. « Avec l'aide de Dieu !» Ces trois acolytes, poussés par la curiosité, plus forte que la peur, et peut-être honteux d'abandonner leur roi, entrèrent avec lui. La grande salle était éclairée par une infinité de flambeaux. Une tenture noire avait été placée. Elle remplaçait l'antique tapisserie à personnages. Le long des murailles paraissaient disposés en ordre comme à l'ordinaire des drapeaux allemands, danois ou moscovites, trophées des soldats de Gustave Adolphe. On distinguait au milieu des bannières suédoises couvertes de crêpes funèbres. Une assemblée immense couvrait les bancs. Les 4 ordres de l'État siégeaient chacun à son rang. Tous étaient habillés de noir et cette multitude de faces humaines qui paraissaient lumineuses sur un fond sombre éblouissait tellement les yeux que des 4 témoins de cette scène extraordinaire, aucun ne put trouver dans cette foule une figure connue. Ainsi, un acteur vis-à-vis d'un public nombreux ne voit qu'une masse confuse où ses yeux ne peuvent distinguer un seul individu. Sur le trône, élevé, d'où le roi avait coutume de haranguer l'assemblée, ils virent un cadavre sanglant revêtu des insignes de la royauté. À sa droite, un enfant debout et la couronne en tête, tenait un sceptre à la main. À sa gauche, un homme âgé, ou plutôt un autre fantôme s'appuyait sur le trône. Il était revêtu d'un manteau de cérémonie qui portaient les anciens administrateurs de la Suède avant que Vasa en eût fait un royaume. En face du trône, plusieurs personnages d'un maintien grave et austère, revêtus de longues robes noires et qui paraissaient être des juges, étaient assis devant une table sur laquelle on voyait des grands in-folios en quelques parchemins. Entre le trône et les bancs de l'assemblée, il y avait un billot couvert d'un crêpe noir et une hache reposait après. Personne dans cette assemblée surhumaine n'eut l'air de s'apercevoir de la présence de Charles et des 3 personnes qui l'accompagnaient. À leur entrée, ils n'entendirent d'abord qu'un murmure confus, au milieu duquel l'oreille ne pouvait saisir que des mots inarticulés. Puis, le plus âgé des juges en robe noire, celui qui paraissait remplir les fonctions de président, se leva et frappa 3 fois de la main sur un in-folio ouvert devant lui. Aussitôt, il se fit un profond silence. Quelques jeunes gens, de bonne mine, habillés richement et les mains liées derrière le dos, entrèrent dans la salle par une porte opposée à celle que venait d'ouvrir Charles XI. Ils marchaient la tête haute et le regard assuré. Derrière eux, un homme robuste, revêtu d'un juste corps de cuir brun, tenait le bout des cordes qui leur liaient les mains. Celui qui marchait le premier et qui semblait être le plus important des prisonniers s'arrêta au milieu de la salle devant le billot qu'il regarda avec un dédain superbe. En même temps, le cadavre parut trembler d'un mouvement convulsif et un sang frais et vermeil coula de sa blessure. Le jeune homme s'agenouilla, tendit la tête, la hache brilla dans l'air et retomba aussitôt avec le bruit. Sclac! Un ruisseau de sang jaillit sur l'estrade et se confondit avec celui du cadavre et la tête bondissant. Plusieurs fois sur le pavé rougi, roula jusqu'aux pieds de Charles,
qu'elle teignit de sang. Jusqu'à ce moment, la surprise l'avait rendu muet. Mais à ce spectacle horrible, sa langue se délia. Il fit quelques pas vers l'estrade et s'adressant à cette figure revêtue du manteau d'administrateur, il prononça hardiment la formule bien connue. « Si tu es de Dieu, parle! Si tu es de l'autre, laisse-nous en paix !» Le fantôme lui répondit lentement et d'un ton solennel. « Charles roi, ce sang ne coulera pas sous ton règne. » Ici, la voix devint moins distincte. Mais 5 règnes après, malheur, malheur, malheur au sang de Vasa, malheur, malheur au sang de Vasa. Alors, les formes des nombreux personnages de cette étonnante assemblée commencèrent à devenir moins nettes et ne semblaient déjà plus que des ombres colorées. Bientôt, elles disparurent tout à fait. Les flambeaux fantastiques s'éteignirent et ceux de Charles et de sa suite n'éclairèrent plus que les vieilles tapisseries légèrement agitées par le vent. On entendit encore pendant quelque temps un bruit assez mélodieux qu'un des témoins compara au murmure du vent dans les feuilles et un autre au son que rendent les cordes de harpe en cassant au moment où l'on accorde l'instrument. Tous furent d'accord sur la durée de l'apparition qu'ils jugèrent avoir été d'environ 10 minutes. Les draperies noires, la tête coupée, les flots de sang qui teignaient le plancher, tout avait disparu avec les fantômes. Seulement, la pantoufle de Charles conserva une tache rouge qui seule aurait suffi pour lui rappeler les scènes de cette nuit, si elle n'avait pas été trop bien gravée dans sa mémoire. Rentré dans son cabinet, le roi fit écrire la relation de ce qu'il avait vu, la fit signer par ses compagnons et la signa lui-même. Quelques précautions que l'on prit pour cacher le contenu de cette pièce au public, elle ne laissa pas d'être bientôt connue. Même du vivant de Charles XI, elle existe encore. Et jusqu'à présent, personne ne s'est avisé d'élever des doutes sur son authenticité. La fin en est remarquable. Et si ce que je viens de relater, dit le roi, n'est pas l'exacte vérité, je renonce à tout espoir d'une meilleure vie, laquelle je puis avoir méritée pour quelques bonnes actions et surtout pour mon zèle à travailler au bonheur de mon peuple et à défendre la religion de mes ancêtres. Maintenant, si l'on se rappelle la mort de Gustave III et le jugement d'Ankarström, son assassin, on trouvera plus d'un rapport entre ces événements et les circonstances de cette singulière prophétie. Le jeune homme, décapité en présence des États, aurait désigné Ankarström. Le cadavre couronné serait Gustave III. L'enfant, son fils et son successeur, Gustave Adolphe IV. Le vieillard, enfin, serait le duc de Sudermanie, oncle de Gustave IV, qui fut régent du royaume, puis enfin roi après la déposition de son neveu. 1829. Fin. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle de Prosper Mérimée qui nous laisse dans un état incroyable parce qu'on se dit mais jusqu'où tout cela est vrai? Moi qui connais que trop peu l'histoire, surtout l'histoire d'un pays qui n'est pas le mien comme celui-ci, moi qui connais trop peu donc cette histoire et qui me dit mais attends, j'ai envie d'aller vérifier, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette vision prophétique est vraiment apparue à Charles XI? Et qui peut remettre cela en cause? C'est assez incroyable, surtout que l'histoire nous a déjà à plusieurs reprises permis de nous rendre compte que des prophéties ou des choses arrivent qui viennent faire écho plus tard, a posteriori, à des événements de l'histoire avec un grand H. Et ça s'est déjà vérifié à plusieurs reprises où on se dit mais c'est incroyable. Comme par exemple l'histoire du Titanic que j'avais raconté ici dans la rubrique des questions-réponses et que je vous invite à aller vérifier. L'histoire du Titanic qui se passe plusieurs années après qu'un livre ait été écrit où l'histoire est relatée presque au mot près, à la virgule près de ce qui s'est passé pour ce grand Titanic. C'était d'abord un récit de fiction pure, de science-fiction même, mais finalement c'est arrivé. Et est-ce qu'il n'y a pas parmi nous certaines personnes qui ont des visions prophétiques? C'est en tout cas ce qui est relevé ici par Prosper Mérimée dans cette nouvelle intitulée « Vision de Charles XI ». Cette nouvelle est terminée et avec elle notre émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur C8 pour d'autres aventures littéraires. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite donc.